Mon papa, il dit qu'un couple, c'est une équation à deux inconnus. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est beaucoup d'inconnus. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, les Sherlock Holmes du théâtre inventent les pièces à conviction. Élémentaire, mon cher Watson. Quel pied, le banal, John Wilson ou la poésie du rien? Génial. Et enfin, Ernest Pignon-Ernest, le pionnier de l'art urbain. Je ressemble à ce type. Face à l'oppression, Gandhi avait dégainé la désobéissance civile. Les militants anti-apartheid, eux, dansaient le toy-toy dans les manifs. Inaugurée dans les années 70, cette marche bondissante, soutenue par des slogans, fait partie du patrimoine sud-africain. À tel point que cette danse d'origine zoulou déboule désormais sur les dance floors grâce à un trio électro. La connexion à très bas débit de Durban n'a pas empêché notre reporter Mina de prendre son cours de toy-toy avec les jumeaux de Feli Munkazi. Tu fais comme ça, en haut et en bas. Ouais, c'est bien. Maintenant, avec l'autre pied. Tu dois poser l'autre pied et sauter. Tu sautes avec le premier et tu continues sur l'autre. Ouais, comme ça. Oui, mais il faut être plus rapide quand tu fais ça. Oui. La règle, c'est que quand tu commences, faut faire comme si tu courais. Depuis 2012, Feli Munkazi, qui signifie toujours finir son verre, veut faire trinquer danse et révolte. Né en 91 à Durban, d'une mère femme de ménage et d'un père gardien d'école, les jumeaux Kera et Makanana rencontrent Malachion, le troisième membre du groupe, dans le township d'Umlazi. Pour nous, ce qui fait sens est dans le rythme, le beat et nos origines, d'où on vient. C'est notre danse zoulou. Ça nous rappelle tout ça, la danse zoulou, c'est brut. Quoi que tu fasses, il faut y aller à fond. Et maintenant, la musique est comme ça. Mélangeant sonorité africaine et house, l'imprononçable Kom émerge à Durban dans les années 2010. Feli Munkazi le booste à la sauce toy-toy et le saupoudre de chants zoulou. Lui, c'était un garçon très calme. Et parfois, je m'ennuyais avec lui. Il voulait pas venir jouer alors que moi, j'étais partout. Si on voyait une foule d'enfants qui jouaient, il fallait que j'y aille. Lui, il aimait être calme et solitaire. À l'époque, on n'avait pas cette imagination, mais Dieu merci, on s'est retrouvés et on a créé quelque chose ensemble. Feli Munkazi doit sa popularité au taxi collectif de Durban, des nightclubs sur roues qui ont passé en boucle leur premier morceau. Il y a 2 ans, le trio est invité à jouer en Ouganda au festival Nyege Nyege qui promeut la musique africaine électro et indépendante. Aujourd'hui, même le confinement est pour eux une source d'inspiration. Ce qui se passe aujourd'hui, je peux en faire une chanson demain. Ce qui se passe demain, je peux en faire une chanson le lendemain. Le jour d'après, je peux chanter sur ce qui s'est passé le jour d'après, et ainsi de suite. C'est sans fin. Alors quoi qu'il se passe, je peux faire une chanson dessus. C'est ça le com. Je peux chanter à l'infini.
Depuis 2007, B'Tselem, une association israélienne qui milite pour la défense des droits de l'homme dans les territoires occupés, fournit des caméras aux Palestiniens pour qu'ils témoignent de la violence de l'armée et des colons. Tel un enquêteur, le chorégraphe israélien Arkady Zaïdes a visionné ces milliers d'heures de vidéos pour réaliser Archive. En se glissant dans la peau de ses compatriotes, le danseur s'approprie leurs gestes, créant une chorégraphie de la violence. Pour moi, ce type de matériel ne pouvait pas être une source d'inspiration. Ces choses font un meilleur boulot que moi. Elles montrent la réalité mieux que moi. Je peux interroger des documents, poser des questions grâce à mon corps, mais je dois laisser les vidéos parler d'elles-mêmes. Né en 79 à Gomel, deuxième plus grande ville biélorusse, d'un père travaillant dans la construction de routes et d'une mère ouvrière, Arkady a 6 ans lorsqu'à 140 km plus au sud, l'un des réacteurs nucléaires de Tchernobyl entre en fusion. En 90, la famille émigre en Israël. Formé à la célèbre Batsheva Dance Company, il la quitte à 25 ans pour une carrière solo. Avec Arkady Zaïdes, le réel mène la danse. Ainsi, en 2016, il s'inspire de ces robots patrouilleurs qui font partie d'un projet européen visant à rendre les frontières plus infranchissables en remplaçant l'homme par la machine. Pour celui qui consacre sa vie au mouvement, ces entraves à la liberté de circulation font tilt. Comment puis-je bouger alors que je fais face à un arrêt ultime du mouvement, à un blocage du mouvement? En partant de documents qui sont extra-chorégraphiques, qui sont en quelque sorte extraits de la réalité, je peux les questionner. Si le mouvement n'est pas sur scène, quel type de mouvement peut émerger? Quel type de mouvement est déterminé par cette réalité? De passage à Bruxelles en janvier dernier, Zaïdes vient de présenter en ligne sa nouvelle performance, Nécropolis, dans le cadre du festival Vagamonde de Mulhouse. Son enquête commence cette fois par une liste de plus de 40 000 migrants morts en tentant de rejoindre l'Europe. Grâce à un long travail d'investigation, le chorégraphe et ses collaborateurs cherchent à rendre visibles ceux qui ne le sont pas en retrouvant leur tombe. Sur scène, en détournant Google Maps, Arkady crée la carte imaginaire de Nécropolis, la ville des morts, regroupant 600 sépultures de migrants. On doit sans cesse remettre en question notre contribution, notre participation à ces actes de violence en regardant. Et le théâtre est l'endroit où on regarde. Pour ses recherches, Arkady a étudié les comptes rendus d'autopsie qu'il met en scène avec ses corps de silicone décomposés. They are the forgotten ones. They are the ones that you cannot forget. The ones whose dwelling is never built, whose arrival is forever postponed. They are the ones who are silently speaking to you now. Je ne crois pas au confort de la fiction inventée dans une chambre. En tout cas, je n'ai pas d'écho avec cette pratique-là. C'est bien peut-être de ma pratique de sociologue qui est de documenter le monde dans lequel on est pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a toujours des enquêtes fouillées, des rencontres qui alimentent un récit. Et ce récit, comme je ne le connais pas à l'avance, j'ai besoin d'aller voir les témoins. C'est une enquête de première main. Et la plupart du temps, plutôt qu'après de demander à des acteurs de prendre la parole pour ces témoins, je demande aux témoins de prendre la parole directement. Et ça, c'est un geste quasi d'ordre démocratique. Pourquoi on parlerait à la place des gens? Pourquoi, une fois de plus, et notamment, je pense aux classes populaires, dont on parle souvent, là, dont on se fait les porte-paroles, je préfère que les gens, accompagner les gens pour qu'ils puissent prendre la parole eux-mêmes dans l'espace public. Mon papa, il dit qu'un couple, c'est une équation à 2 inconnus. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est beaucoup d'inconnus. C'est des disputes amicales. Comme Astérix et Obélix.
À la fin, il se réconcilie toujours. Mon père, je le comprends, mais ma mère, je la comprends pas. Elle n'a pas le caractère d'une mère. Elle a plus le caractère d'un enfant. Elle reste pas vraiment avec moi. Et moi, je trouve que, après, c'est une mère, mais elle a pas. Pour moi, c'est pas une vraie mère. Elle n'a pas d'ordre. C'est parce que ses amis disent tout le temps faire ci, faire ça. C'est comme une petite bonne qui fait tout à leur place. Mais moi, je l'explique que c'est pas bien. Il n'y a pas que ses amis dans la vie. Il y a aussi ses enfants. Mais elle dit non, moi, je suis sincère avec vous. Mais moi, je dis bah non. Comme tu écoutes tes amis, bah, après, tu n'as plus d'affinité avec nous. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à ta mère, mais que tu n'oses pas lui dire? Je t'aime. Pour sa pièce La Dispute, le metteur en scène Mohamed El Khatib interviewe uniquement des enfants, les premiers concernés par la séparation de leurs parents. Avec ce clin d'œil au classique de Marivaux, qui cherche à déterminer qui de l'homme ou de la femme est à l'origine de l'inconstance, El Khatib savonne les planches du théâtre classique. Depuis 10 ans, plutôt que de s'enliser dans les adaptations, ce passionné de sociologie met les histoires cantonnées au second rôle sur le devant de la scène. J'ai gagné cette année le Topor du théâtre. Pour une pièce en particulier? Non, je crois que c'est pour l'ensemble de mon œuvre, comme on dit. J'aime bien cette citation de Topor qui dit il vaut mieux vivre à la marge que crever au milieu. Ouais, et ça me plaît beaucoup, ça. En 2017, avec Stadium, celui qui se voit comme un animateur de rencontres reproduit la mixité des stades au théâtre. Sur scène, des familles de supporters du club de foot du RC Lens et le public sont invités à descendre une bibine. Auparavant, Mohamed avait interviewé ses fans comme Yvette, qui voit la vie en rouge et or. Bah ouais. Date de naissance. Ah ouais, date de naissance, ouais. Alors l'autre jour, j'ai dit, quand que je vais mourir, le mettre sur moi dans mon cercueil. C'est ce que je voudrais savoir, quand je vais mourir. Et je vais aller voir une voyante, alors je vais le savoir. Elle va pas te le dire. Elle va pas me le dire? Non. Oh. Ah non. Si elle le voit, elle va me le dire. Non. Ah ouais, ça serait bien ça. Hein? Savoir si elle va remonter en ligue 1. Ah, tu demanderas en même temps. La toute première fois en tant que pratiquant, c'est au collège, en classe de 5e. Monsieur Michaud, prof de français, nous fait jouer les contes de la rue Broca. Et je me retrouve sur scène et il me donne un rôle Bachir. Je joue le rôle de... Je suis le seul maghrébin de la classe et je joue le rôle de Bachir qui parle avec des poissons. Et donc je me retrouve pendant 3 minutes. Je suis en train de dialoguer avec des poissons et j'ai une djellaba et des babouches. C'est-à-dire c'est l'image sans doute la plus rétrograde, mais j'ai eu un plaisir fou enfant à être sur scène et à jouer ça. Né à Beaugency, près d'Orléans en 80, le petit Mohamed est élevé dans une famille de 5 enfants par des parents marocains qui ont émigré dans les années 70. Sa mère est au foyer, son père ouvrier et lui se cramponne au ballon rond. Bien parti pour une carrière pro, c'était sans compter sur la rupture de ses ligaments croisés. Il fait finalement Sciences Po, puis une thèse en sociologie. En 2011, Mohamed achète sa première caméra pour filmer la fin de la vie de sa mère. Il en fera un documentaire, Renault 12, filmé entre la France et le Rif marocain. Depuis, il aime filmer tout ce qu'il documente. Pour son dernier projet, l'Indiana Jones du théâtre se penche sur le mystère des boules à neige et ses collectionneurs. Bon goût, mauvais goût, ça n'existe pas. On a du goût ou on n'a pas de goût. Je crois que toute collection, on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on est. Ça correspond à un individu. Et par exemple, moi j'éprouve un dédain envers les collectionneurs de timbres. Aux côtés du spécialiste du Moyen-Âge Patrick Boucheron, Mohamed met en lumière une contre-histoire de l'art. Quand je vois Mireille, je la jalouse moi, pour la liberté qu'elle a et le fait qu'elle soit affranchie de toute forme de culture légitime. J'ai passé toute mon adolescence à réviser mes goûts culturels pour les rendre acceptables. Et la seule question que je me pose, c'est pourquoi j'ai gommé de mon répertoire personnel, Francis Cabrel,
Jean-Jacques Goldman, la compagnie créole. On devrait pouvoir mesurer l'utilité d'une pièce, pas seulement pas sur sa fonction éthique, mais dans le fait qu'elle déplace quelque chose de la société, qu'elle nous dérange, au sens où vous êtes rangé d'une certaine façon. Et quand vous ressortez de cette pièce, vous êtes rangé autrement. Parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez été transformé. Hey, New York. Regret is one of the most common, painful, and paralyzing feelings you can have. Every single decision you make has the potential for regret, even when you're sure you're doing the right thing. And no matter how hard you try to ignore it, it will still find a way to follow you wherever you go. So stick with me and I'll show you how to live a long life filled with many regrets. Le mortel ennui de la vie quotidienne vous terrasse? John Wilson a la solution pour transformer tout ça en aventure à couper le souffle. Caméra au point, arpentant inlassablement les rues de sa ville, ce New-Yorkais se constitue une banque d'images qu'il transforme en histoire palpitante et poétique. Depuis son appart du Queens à New York, John nous montre son arme fatale. Ses carnets de notes pleins de gribouillis. Je ne sais toujours pas à quoi servent ces carnets. J'ai juste jamais arrêté de les remplir parce que je me disais qu'autrement je me sentirais comme un raté. Attendu l'inspecteur municipal pour vérifier l'électricité. J'ai regardé le Bachelor, c'était ce jour-là. Je classe tout en fonction des images. Poubelle, parapluie, peu importe. Ensuite, il y a d'autres dossiers comme trucs qui ont l'air tristes. Si j'ai besoin de déclencher automatiquement une émotion chez le spectateur, je vais y piocher un plan de pneus crevés ou un truc du genre. Almost everywhere you look in New York City, you can find healthy couples enjoying each other's company. It's a great idea to observe their behavior to make sure you avoid any clear signs of commitment in your relationships. Healthy couples usually walk in perfect unison. It's also a great idea to give the appearance that you're both daring and confident. This can be accomplished very easily with a motorcycle. John Wilson appelle ses films des how-to, des tutos qui posent des questions qu'on n'aurait jamais eu l'idée de se poser. Comment rester célibataire? Comment continuer à fumer? Ou comment bavarder avec des inconnus? Ces petits moments de transcendance, hébergés depuis 2012 sur une plateforme vidéo, sont devenus la marque de fabrique de ce geek low-tech qui vit seul avec son chat, le bien nommé Baby. Si tu observes quelque chose assez longtemps, ça change de forme. Ça peut être le quartier que tu traverses chaque jour ou une vidéo que tu regardes en boucle. Je me suis retrouvé dans tant de situations extrêmement ennuyeuses tout au long de ma vie, comme tout le monde, que je suis entraîné à trouver de la beauté dans les trucs banals. John naît en 86 à Astoria, dans le Queens, d'une administratrice scolaire et d'un informaticien qui lui offre un caméscope quand il est tout petit. En 2007, dans son premier court-métrage Lunar, Wilson suit les fétichistes du ballon. 5 ans plus tard, il réalise l'épisode 1 de sa série de tutos « Comment nettoyer une poêle en fonte ». Mais c'est son premier job comme monteur vidéo pour un détective privé qui le transforme en Peeping John. Je suis devenu accro aux images filmées de loin, à distance. Je regardais les gens tous les jours, pendant des heures, se comporter totalement naturellement, sans être perturbés. Ça m'a donné envie de ne plus jamais faire de fiction. Tu peux demander à un acteur de se faire une tasse de café et de la boire. Mais pour tout un tas de raisons, quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, c'est comme si la personne oubliait comment le faire. Elle exagère, devient théâtrale. La vraie vie est là, à portée de main, et elle coûte bien moins cher à filmer. David Byrne was putting on a big performance and I was asked to make a documentary about the show.
but it already seemed like they had a documentary team shooting most of the action with much nicer equipment. So I decided to take a back seat and let them run the show. Après avoir réalisé ce documentaire sur les documentaristes de l'ex-chanteur des Talking Heads, l'anthropologue de Big Apple est approché en 2020 par une grande chaîne américaine qui lui propose d'adapter ses cours en série télé. Mais John est loin d'avoir surmonté sa crise existentielle. To me, it was really suspenseful to watch because, like, I didn't know if the guy was going to miss his stop because he had to untie the bread. So I kept filming for a while. He untied it really quickly and worked his way out of the subway and got onto the platform. It doesn't really solve any problem. Tout ça ne résout aucun problème, non. C'est un exercice futile. Mais ça me fait découvrir d'autres choses sur moi-même. C'est un procédé très introspectif. J'essaye d'aller au cœur d'une obsession. S'il s'agit de protéger mes meubles avec du plastique, par exemple, c'est pas si simple. C'est pourquoi je m'en soucie? Pourquoi je m'intéresse au mobilier? Va-t-il me survivre? Et là, je commence à penser à la mort. J'ai plein de livres à l'atelier. Il est sorti un livre tous les 15 jours cette année sur le street art. Alors il y en a la moitié qui me présente comme le premier le pionnier. Puis même, souvent pour me moquer de ça, j'ai visité la grotte Chauvet, moi. 34 000 ans. Les peintures murales. Donc, bon, voilà. Street art, cet anglicisme n'est pas la tasse d'Ernest Pignon-Ernest. Il lui préfère l'appellation d'art urbain. Dès 1966, travaillant la nuit, l'artiste colle ses dessins imprimés sur du papier journal sur les murs des villes. Ainsi, pour l'un de ses projets les plus monumentaux, Ernest investit entre 88 et 95 les rues de Naples, avec des centaines de collages autour du thème de la mort, hommage à cette ville écrasée de soleil et à l'histoire violente. Depuis 47 ans, Ernest habite la plus mythique des cités d'artistes parisiennes. La Ruche. Ça fait 120 ans au sud-ouest de Paris que la Ruche héberge les génies de l'art moderne comme Modigliani, Brancusi, Soutine, Léger, Chagall et Ernest. Voilà, c'est un peu tous les amis. Hein. Ça, c'est Camus qui est venu un jour et la veille, on avait vu Mitterrand dans le jardin. Là, ouais, Philippe Gueluc, un copain. Johan Sfar, qui est niçois comme moi, il est du même quartier, vraiment. Voilà, il est très gentil. Tardy, Volinsky, voilà, c'était les grands amis, quoi. Je trouve que je ressemble à ces types. On parle d'affiches à propos de mon travail. Mes images, c'est le contraire d'une affiche. Moi-même, j'ai fait des affiches. Quand on fait une affiche, on fait une image qui doit être vue contre ce qu'il y a autour. Moi, les miennes n'existent que dans la relation avec ce qu'il y a autour, complètement. Elles sont bâties là-dessus. Donc, je colle pas comme ça, comme des affiches. J'étudie beaucoup les lieux. Au fond, je fais une appréhension double, si vous voulez, des lieux. Je fais une appréhension plastique de ce qui se voit, en quelque sorte, de peintre ou de sculpteur. Je prends en compte, effectivement, comment la lumière vient, l'espace, la texture du mur, la couleur des murs. Vous voyez, je fais une appréhension de tout ce qui se voit dans le lieu et, simultanément, une appréhension de ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire l'histoire du lieu, sa mémoire, sa force symbolique, vous voyez. Et j'élabore mon image en prenant en compte ces deux aspects, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Attention pour le tir, 3, 2, 1, feu. En 1966, en pleine guerre froide, la France installe ses rampes de missiles nucléaires sur le plateau d'Albion, dans le Vaucluse. Quelques mois auparavant, Ernest Pignon-Ernest y avait installé son atelier. Outré, l'encarté au Parti communiste en fait sa première bataille et pose au pochoir tout autour du site l'empreinte d'un homme soufflé par la bombe d'Hiroshima. En 1974, révolté par le jumelage de Nice, sa ville natale, avec celle du Cap, en Afrique du Sud, en plein apartheid, Ernest colle les images d'une famille noire derrière des barbelés tout au long de la route empruntée par la délégation sud-africaine. Des combats humanistes inspirés par son enfance et l'expulsion avec ses parents du logement familial. Mon père
ne s'intéressait pas à la politique du tout. Non, il était champion de France de boules, mon père, et il travaillait aux abattoirs. Non, ça, je lui dois pas du tout. Il y a pas longtemps, j'ai interrogé même mon frère et ma sœur. Aucun ne se souvient qu'il y a eu un livre à la maison. Vous voyez, il n'y avait aucun livre. Voilà, aucun livre. Mais on avait quand même une pratique culturelle qui venait du sport. On faisait tous du sport. Quand il ne fait pas chauffer ses mollets, Ernest taquine les pinceaux. Avant de se consacrer entièrement à la peinture, il contribue à l'effort familial et décroche un job dans un cabinet d'architecture à 15 ans. Mais depuis l'enfance, le fils de coiffeuse dessine tout ce qui l'entoure. Dans un numéro de Paris Match, donc de août 1954, donc j'ai 12 ans, je découvre la série de portraits de Sylvette qui est faite par Picasso. Et je découvre donc que la peinture, c'est pas de copier le pont du village, mais cette liberté. Picasso, c'est la révolution. C'est voilà. Moi, je dois tout. Si je suis devenu peintre, c'est à cause de Picasso. Et si je fais pas de la peinture, c'est probablement à cause de lui, parce que j'ai l'impression qu'après lui, c'est presque impossible, quoi. Vous voyez ? Les œuvres de Pigno Ernest commencent toujours de la même façon. De simples croquis au fusain articulent une idée. Souvent, il met en scène ses illustrations avec de vrais modèles, comme ici, avec des danseurs pour une œuvre consacrée à Jean Genet. Le résultat sera Collé sans querelle à Brest. Vous savez, ça, quand on colle les images comme ça, moi j'ai dû être arrêté, je sais pas, 50 fois. Hein. Quand on m'a arrêté sur le boulevard Saint-Michel, c'est en 77, 18, ils m'ont mis dans le fourgon. Je crois que le flic était énervé, il avait peut-être bu et tout. Alors il m'a engueulé. Moi, ça m'est un peu égal. À un moment, d'ailleurs, il y a un flic qui lui a dit « Arrête, tout va bien », il s'en fout, quoi, vraiment. Et puis, au fond du fourgon, ils m'ont gardé un moment. Il y a un flic qui me dit « Mais c'est Rimbaud que vous collez. Vous savez, je connais des poèmes par cœur et tout. » Donc du coup, vous voyez, ça laisse des souvenirs un peu comme si c'était un film, quoi. Le portrait de Rimbaud est le plus connu qu'Ernest ait placardé sur les murs de France. Mais d'autres poètes ont eu ses faveurs. Pablo Neruda, dont l'artiste a collé les portraits dans les rues de Santiago du Chili sous la dictature de Pinochet. Ou Pasolini, collé en Italie en 2015, 40 ans après l'assassinat du réalisateur. Moi, je suis athée. Hein. J'ai pas de saint pour incarner des valeurs. Et les poètes jouent ce rôle-là dans mon travail. Pasolini incarne l'Italie du XXe siècle et toutes ses contradictions. Vous voyez ? Je veux dire, son père était fasciste, son frère a été exécuté par des communistes. Lui-même a été communiste, mais exclu avec toutes les contradictions qu'il a eues, ses 800 procès et tout ça. Je prends les images de poètes parce que à la fois leur œuvre et leur destin incarnent leur temps, quoi. Cercle jaune sur fond blanc, café plat. Cercle jaune sur fond blanc, smiley sur le t-shirt. En novembre 2020, l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison termine l'accrochage de la première grande rétrospective française des sérigraphies du pionnier de l'art échappées des galeries. Une exposition qui rassemble 200 œuvres, soit la quasi-totalité de son travail, visible en ligne en attendant l'ouverture publique retardée pour cause de Covid-19. Quand je fais ce dessin, je fais de ces dessins dans mon atelier. Je sais par exemple que je ne vais coller ces images-là. J'ai dû en coller une trentaine de cette image. Hein. Quand je dessine, je sais que je dessine ce corps, je dessine cette main qui va arriver par terre. Je sais que je ne les ai collés que dans des rues dont le sol est fait avec ces pierres noires. Vous voyez, ces grosses dalles qui sont en fait la lave du Vésuve, qui est la menace sur Naples. Donc je sais, quand on va voir mon dessin, qu'on va le voir avec 30 mètres carrés de pierres noires devant, qui font déjà partie de mon dessin, en quelque sorte.
Pour ceux qui veulent continuer la visite de l'expo et de l'atelier de Pino Ernest, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Trax. C'était une photo que j'ai collée sur un entrepôt et c'est 6 mois après. La rouille a traversé, des personnages ont disparu, il y a eu des tags. C'est beaucoup mieux. Moi, j'ai la chance que mon travail, plus il se dégrade, mieux il est. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Bobby, génial.